Maintenant, le dernier traité de désarmement nucléaire entre les États-Unis et la Russie a expiré aujourd'hui. Bien sûr, ça ravive les craintes de concurrence entre les deux grandes puissances. C'est un tournant majeur dans l'histoire du contrôle des armements depuis la guerre froide. Alors, Lila, qu'est-ce qui peut se passer maintenant que les deux pays ne sont plus vraiment limités, là? Plusieurs choses, hein, Marie-Christine. Déjà, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas posé la question du nucléaire. Déjà parce qu'on se sentait protégé par les traités, mais aussi parce qu'on sait l'impact que ça a. C'est une arme de destruction massive. Et bon, il y a 2 heures, Donald Trump aussi, il a parlé sur Truth Social. Il a écrit que oui, New START était fini et qu'il voulait un nouveau deal, il voulait un nouveau traité amélioré, modernisé, parce qu'en fait, l'ancien, pour lui, il avait mal été négocié par les Américains. Il veut que le nouveau soit cette fois-ci créé, négocié par des experts américains du nucléaire. Et là, la fin d'un tel traité, c'est quand même assez important. On voit une rupture, on voit qu'un tel traité qui arrive à expiration, en fait, ça donne un potentiel pour avoir une course à l'armement. Alors justement, on regarde les chiffres. Aujourd'hui, il y a à peu près 12 000 ogives nucléaires qui existent. On est loin des 75 000 qui existaient dans les années 90. Et en haut de la liste, la Russie et les États-Unis. Tous ces accords qui ont été traités avant le New START, ça date depuis 1991, tous ces accords, ils ont été en fait à la suite de plusieurs accords qui voulaient vraiment limiter les armes nucléaires. Et je te propose d'écouter l'expert avec qui j'ai discuté. La course aux armements s'est jamais arrêtée. De combien d'ogives on aurait besoin pour que l'enclenchement funeste se déclenche? Et on se rend compte que le chiffre arrive rapidement à 1 et que là, en avoir 28 ou 10 000, ça ne change pas fondamentalement l'équation, parce que la destruction serait gigantesque. On a ici une idée de destruction phénoménale. Mais encore là, la guerre en Ukraine est le révélateur qu'on peut avoir une guerre immensément destructrice et meurtrière sans qu'elle ne soit nécessairement nucléaire. Bon, là, Lila, l'histoire du nucléaire, c'est complexe. Alors, est-ce que le Canada pourrait se doter de cette arme de destruction massive, comme tu l'as déjà dit? Bien, le Canada fait partie, là aussi, d'un traité hyper important qui est le socle de la sécurité internationale. C'est le traité de non-prolifération des armes nucléaires. 190 États en font partie, le Canada aussi. Alors, il ne pourrait pas vraiment, parce qu'on sait que le Canada veut respecter le droit international, mais ça aussi, j'en discute avec Guillaume Lavoie. Le Canada était un des rares pays qui avait tout ce qu'il fallait pour développer l'arme nucléaire et qui volontairement a décidé de ne pas le faire. Pour la protection du Canada, l'étape 1 serait de ne pas tomber dans, je dirais, la pente glissante du nucléaire, mais de se dire, est-ce qu'il ne serait pas normal que le Canada puisse protéger son territoire, son ciel et ses mers sans nécessairement compter ou avoir un besoin des alliés? Et là, ne serait-ce qu'au plan conventionnel, du nombre de soldats, au nombre de chars d'assaut, au nombre d'avions de combat, nous avons une tâche gigantissime à combler avant d'arriver à se poser ces questions-là. Marie-Claude, l'équilibre nucléaire, il existe. La dissuasion nucléaire, elle existe depuis maintenant presque plus de 50 ans. Ce qui serait intéressant de voir, c'est finalement un deal, un traité, oui, avec les États-Unis, avec la Russie, mais pourquoi pas avec la Chine aussi? Parce qu'on voit la Chine, elle est sur ce marché du nucléaire pour le prestige, pour la force, pour la sécurité. Donc, à voir maintenant ce qui va se passer. Très intéressant. Merci, Lila.